Ah non, mais c'est horrible, honnêtement, mais c'est ce que j'essaye de faire comprendre, frère, depuis le début. Tu crois quoi? Tu crois que je suis bien de tenir, moi, des discours pareils? Tu t'imagines ce que je suis obligée de dire à des parents, dire à la justice? Et moi-même, je subis ce genre d'injustice. Et je dois rester impartiale, je dois rester aveugle. Je ne dois pas mettre ma propre douleur dans cette histoire. Ça veut dire que si je mettrais ma propre douleur, je prendrais parti pour le père. Mais le père est en tort. J'ai pensé à faire la même chose, je ne l'ai pas faite. Je ne vais pas pouvoir dire « il a raison », puisque si je l'aurais fait moi-même, j'aurais eu tort. Je dois rester impartiale. Donc oui, c'est compliqué. Parce que, voilà, est-ce que cette mère, en réalité, pense au bien-être de son enfant, en cherchant à la priver de son père? Est-ce que la justice pense au bien-être de cet enfant, en privant un père, au final, de ses droits aussi? Il a des droits aussi, le père. On l'oublie trop souvent. Lui, il a mal agi. Il n'a pas pensé à l'intérêt de son enfant. Lui, ses deux parents sont responsables. Parce que leur conflit en est arrivé à cela. Et que dans l'intérêt de l'enfant, on fait en sorte qu'il n'y a pas de conflit. Pour pas qu'on en arrive à ça. Les parents sont responsables. Votre combat, c'est vous qui le menez pour vous. Mais est-ce que vous menez votre combat au nom de votre enfant? La plupart du temps, non. Alors oui, je suis obligée de rester impartiale. Je suis obligée. Donc oui, je mets mon histoire, tu as très bien compris, mais tout en restant à distance et en ne mélangeant pas mon histoire personnelle et celle d'une autre famille. C'est compliqué, c'est très très compliqué de faire le travail de la justice pour leur montrer ce qu'ils sont censés devoir faire. Je suis pas juge. Ça devrait même pas être à moi de devoir rappeler la base même d'un système. Là, j'ai mon juge qui vient de me dire « Mais tu as totalement raison, le père n'est pas responsable d'enlèvement, mais de substitution de l'enfant. » Par contre, l'ami de cette personne, de ce père, lui est responsable d'enlèvement. Mais tu as raison, en vrai. Et oui, je sais que j'ai raison. Un enfant ne peut pas fuguer quand il est devenu majeur. Parce que majeur ne fugue plus, il n'est plus mineur. Même chose. Un parent qui enlève son enfant, ce n'est pas un enlèvement, c'est de la substitution. Puisque tu ne peux pas enlever ton propre enfant. L'enfant a deux parents. Si quelqu'un d'autre que ses deux parents enlève l'enfant, oui, c'est un enlèvement. Mais sinon, c'est une substitution à l'autorité parentale et non respect du jugement. Ce père n'a pas respecté le jugement qui lui disait « tu n'as pas la garde de cet enfant, c'est sa mère qui l'a ». Et n'acceptant pas cette décision, il est passé outre ce jugement en prenant son enfant sans en avoir ce droit et en quittant le pays. Donc ce n'est pas un enlèvement, c'est une substitution à l'autorité parentale. Son collègue, lui, a enlevé cet enfant. Il n'a aucun lien parental. Il n'avait aucune responsabilité parentale. Lui, il s'est mis dans une merde noire, en vérité. Honnêtement, il faut plus punir celui qui vient en aide pour bafouer la justice et le droit aussi de l'autre parent. Les deux parents ont les mêmes droits. Quand la justice tranche le droit, un parent, s'il n'obéit pas à l'ordonnance de justice, c'est qu'il se substitue à la loi et à cette ordonnance. Donc il substitue son enfant à celui qui en a la garde. Mais il n'enlève pas son enfant, c'est le sien. T'enlèves ton propre enfant, mais c'est pas un enlèvement. L'enfant est toujours, tant que l'enfant est avec un de ses deux parents, c'est une substitution. Dès que l'enfant n'est plus avec un de ses deux parents, ceux qui sont avec l'enfant sont responsables d'enlèvement. Ben oui, l'ami doit être condamné pour enlèvement et séquestration, et le père, eh ben oui, pour non-respect du jugement, non pas pour enlèvement, mais pour substitution d'enfant, et pour séquestration, puisqu'il a gardé enfermée pour pas qu'elle retourne chez sa mère et qu'elle reste avec lui. Donc il y a bien séquestration, mais il n'y a pas enlèvement, il y a substitution. En clair, le père c'est substitution, l'ami c'est enlèvement. C'est la loi, hein. C'est la loi. J'ai demandé au codex les articles de loi concernant cela. Je suis désolée pour pouvoir donner ce jugement-là, c'est que j'ai du concret dans vos textes de loi. C'est dans le codex. Moi, j'ai pas besoin d'ouvrir 3 bouquins différents.
Il est tous réuni dans la mémoire du codex. Donc, quand je lui demande les informations, il m'a dit, il n'y a pas enlèvement. Il y a substitution d'autorité parentale, mais il n'y a pas enlèvement d'enfant pour le père. En ce qui concerne son ami, oui, il y a enlèvement d'enfant par contre. Il n'y a pas substitution, mais il y a enlèvement. Ce n'était pas ton enfant. Tu n'avais pas à prendre cet enfant. Cet enfant n'était pas toi. Du moment que tu touches à un enfant qui n'est pas le tien, oui, c'est un enlèvement. Du moment que tu pars avec ton propre enfant sans respecter une ordonnance de justice, c'est pas un enlèvement. C'est une substitution. Tu substitues au parent qui a le droit de garde, ce droit de garde. Tu n'enlèves pas ton propre enfant. Tu le substitues à celui qui en a la garde. C'est pas les mêmes chefs d'inculpation. Le père risque 10 ans de prison, son collègue risque jusqu'à 30 ans. En réalité, ce n'est pas du tout les mêmes faits. La prise de décision du père et la prise de décision de l'ami sont conjointes dans l'acte, mais le père a des circonstances atténuantes que son ami n'a pas. Son ami n'est pas le père de l'enfant. Il n'avait pas à substituer l'enfant à sa mère, donc il a enlevé l'enfant. Le père n'a pas enlevé son enfant, il a substitué à la mère. C'est comme ça qu'on rend justice, de façon impartiale et de façon juste. Est-ce qu'il faut que je fasse les jugements à votre place sur toutes les affaires de justice? C'est la question que je suis en train de me poser. Est-ce qu'il va falloir que ça soit moi, grande paperesse des tribunaux? Vous m'avez dans toutes les cours de justice, et oui, dame justice. Heureusement que je me sais me servir de l'épée pour trancher dans le vif du sujet. Heureusement que j'ai la balance et les poids qui vont avec pour pouvoir mettre les deux plateaux à même équilibre. Est-ce que vous avez les poids qui vont avec la balance? Est-ce que vous savez peser? Non, parce que c'est pas juste d'avoir le symbole de la balance. Il faut savoir peser aussi. Quand tu pèses les actions de ces deux hommes, l'action du père a des circonstances atténuantes puisque c'est son propre enfant et qu'il y a substitution à l'autorité parentale. Quand l'autre, lui, est coupable d'enlèvement. Il n'y a pas substitution à l'autorité parentale, il n'est pas parent. C'est la loi. Sur le plateau, tu ne peux pas avoir un équilibre, puisqu'il y en a un, c'est le père, et l'autre, c'est rien du tout. Quelqu'un qui a rien du tout, qui n'a pas de lien de sang avec l'enfant, qui n'est pas le géniteur de l'enfant, qui n'est pas le parent de l'enfant, n'a aucun droit sur l'enfant. Même si la justice a privé ce père de garde, a privé ce père de droit, ça reste toujours le père. Vous ne pourrez jamais le priver de son enfant. À l'âge de 18 ans, la justice ne pourra rien faire. S'il veut retrouver son enfant et reprendre une vie avec son enfant, à 18 ans, vous n'avez plus aucun pouvoir sur nos gosses. Ils sont majeurs. Voilà pourquoi ils doivent être représentés par un avocat. La justice ne servant que les intérêts de la justice et ceux du parent à qui il veut donner le droit. Le parent se défendant uniquement pour son intérêt, je veux la garde de mon enfant. Je veux pas que ça soit le père qui l'ait. Je veux pas partager la garde. Je veux la garde pour moi. Et ça, c'est un problème. Parce que tu demandes à ce que ton enfant t'appartienne à toi tout seul, alors qu'il y a un deuxième parent avec qui tu l'as fait. Normalement, c'est la même égalité. Si le parent, un des parents, n'est pas responsable de quelque chose de grave sur l'enfant, on n'a pas à le priver de garde ou à le priver de ses droits. C'est la loi. Vous dépassez la loi, vous vous permettez de juger par interprétation. Vous interprétez la loi, vous rendez la justice de façon partiale. La justice doit être impartiale. Elle doit être aveugle. Vous ne devez pas servir les intérêts de qui que ce soit, à part l'intérêt de l'enfant, en réalité. Si l'enfant dit à la juge, avec son avocat, « Je veux être chez maman », alors il faut que l'enfant soit chez maman. C'est l'enfant qui décide, c'est pour son bien-être. Si l'enfant veut être avec sa mère, c'est pour son bien. Même si vous pensez différemment, l'intérêt de l'enfant doit passer avant. C'est ce que l'enfant demande qui doit être pris en compte. C'est parce que vous, la justice ou les parents, décidez à la place de l'enfant. Donc au final, c'est pour ça qu'en mettant un avocat systématiquement, c'est les intérêts et le droit de l'enfant qui est pris en priorité
et la justice et le droit des parents qui passent après. L'intérêt de l'enfant avant tout. C'est ça qu'on a voulu mettre en place depuis la nuit des temps. La protection de l'enfant se trouve là. Vous croyez que si l'enfant se fait battre par son père, mais qu'il est protégé par la mère, vous croyez que son choix va être quoi? D'aller avec le père pour se faire battre ou de rester avec sa mère alors qu'il est en sécurité? Si au final il est en sécurité avec les deux parents, qu'il veut être avec ses deux parents, pourquoi vous allez décider que ce sera un seul parent qui aura ce droit-là? Si l'enfant veut une égalité entre ses deux parents. Si la mère s'occupe jamais de l'enfant mais que le père s'en occupe plus, alors pourquoi vous donnez le droit à la mère alors qu'elle passe son temps à se maquiller, à faire la belle devant la glace, à passer son temps sur les réseaux sociaux à moitié à poil, pendant que le père trime et lui pourrait s'occuper correctement de l'enfant? Mais non, c'est chaque fois la mère. Voilà. Alors que des pères sont plus compétents que certaines mères. À un moment donné, l'intérêt de l'enfant. Si l'enfant dit « je suis mieux avec mon papa parce que ma maman ne s'occupe pas de moi », alors il faut qu'il soit avec le père. L'enfant l'a dit de lui-même. La vérité sort de la bouche des enfants. L'enfant, normalement, quand tu le mets devant un juge, il ne sait pas mentir. Tu le vois quand il ment. Tu vois quand un père essaye d'influencer ou qu'une mère essaye d'influencer. L'avocat est là pour faire barrage à tout ça. Oui, ça doit être systématique. Il faut le mettre en place immédiatement là. Systématiquement, chaque enfant dans une affaire de garde d'enfant, que ça soit une garde d'enfant par placement avec l'ASE ou que ça soit une garde d'enfant avec une séparation parentale. Ça veut dire le droit des familles. Dès que l'enfant est dans un système de droit à la famille, ça veut dire les juges aux affaires familiales et les juges pour enfants. Ils doivent être assistés en permanence d'un avocat, automatiquement. Dès qu'un enfant est concerné, il faut que le bâtonnier mandate un avocat pour assurer ses intérêts à lui. La justice ne sert pas toujours les intérêts de l'enfant. Les parents ne servent pas toujours l'intérêt de l'enfant. Parce que la justice sert l'intérêt de la justice et les parents leur propre intérêt personnel. L'avocat, lui, sert les intérêts de l'enfant uniquement. Voilà pourquoi il faut un avocat systématique. Que la parole de l'enfant puisse être portée par son avocat. Parce qu'on entend la parole des parents, on entend la parole de la justice, mais la parole de l'enfant dans tout ça. C'est le dernier oublié, c'est le premier concerné. Eh bien oui. Et après, oui, je sais, ma soeur, tu me dis, mais pourquoi on t'a enlevé tes enfants à toi? Et parce que je dis ce qui ne plaît pas. Quand tu dis la vérité aux services sociaux, que tu les mets face à leurs responsabilités, quand tu fais la même chose avec la justice, à votre avis, on fait quoi? Eh bien oui, on s'acharne sur toi. La vérité blesse, elle fait pas plaisir à entendre. Et quand tu as quelqu'un comme moi qui n'a pas la langue dans sa poche, voilà, et qui, quand elle voit une injustice, le fait valoir et le crie haut et fort, qu'est-ce qui se passe? Les services sociaux n'aiment pas que tu leur dises qu'ils commettent des erreurs, qu'ils ne respectent pas les protocoles. Quand tu es tout simplement ce qu'on appelle une personne qui se défend, eh bien plus tu te défends, plus au final on te prive de tes droits. La justice préfère des personnes qui avouent des mensonges plutôt que des personnes qui défendent de la vérité. Voilà ce qui se passe dans les cours de justice. Quand un père crie haut et fort que la mère s'en occupe mal, mais que la mère dit que le père est violent avec elle, alors qu'il n'y a aucune preuve, juste pour pouvoir aller voir la garde, eh bien oui, à un moment donné, la justice sert un système malsain que le parent qui veut se venger veut à tout prix priver de garde l'autre parent. La justice ne doit pas servir ça. C'est pas la volonté du parent de décider qui va rester avec lui, l'enfant. C'est la volonté de l'enfant de décider comment il veut vivre avec ses deux parents quand il y a séparation. Quand la justice place un enfant et que la mère, le père ou les parents, au final, sont responsables de rien, qu'il n'y a pas de preuve, mais qu'on substitue l'autorité parentale d'un parent qui a toujours l'autorité parentale. La plupart des assistances en mesure éducative, il n'y a pas d'éducation des parents. On remplace l'éducation du parent en le plaçant dans un foyer ou dans une famille d'accueil. On substitue l'autorité parentale, c'est la justice qui fait ça. Donc soit la justice prive d'autorité parentale les parents qui ont l'autorité parentale
se plaçant donc, la justice se plaçant première institution dans la vie d'un enfant, alors qu'elle est toujours que deuxième. La justice, vous n'avez aucun droit sur nos gosses en réalité. C'est parce que les citoyens vous laissent ce droit de juger cela. Si les familles étaient capables de régler leurs conflits de couple en partageant la garde de leurs enfants à juste égalité, sans aucun conflit que les enfants devraient subir, vous n'auriez plus à devoir juger les gardes d'enfants en réalité. Et la justice s'occupe de tout parce que les citoyens sont incapables de s'occuper d'eux-mêmes. Quand je vous ai dit, les Français, vous voulez changer de système, vous allez devoir changer. Je crois que vous ne comprenez pas le message en vérité. C'est vous le problème du système. Remettez-vous dans le droit chemin et vous verrez que le système se remettra droit. C'est parce que vous faites ce que vous voulez, que vous ne respectez rien, que vous cherchez à vous venger, que vous êtes dans les conflits permanents, que vous êtes incapable de dialoguer ensemble et à trouver un accord pour l'intérêt de tout le monde et pas que le vôtre, bande d'égoïstes. Et oui, l'égoïsme, l'ego est un péché capitaux. La luxure, eh ben oui, l'avarice, la colère, la haine, le mal est en vous. Délivrez-vous du mal, putain, faites comme moi, débarrassez-vous de vos péchés capitaux. Vous n'arrivez toujours pas à comprendre comment on trouve l'illumination. On ne doit plus avoir un seul péché capital. Moi, dans cette affaire, c'est l'intérêt de mes enfants que je cherche. Dans mon affaire personnelle, c'est les intérêts de mon enfant que je cherche depuis le départ. Voilà pourquoi depuis le départ, je n'ai pas d'avocat. Parce que je défends mes enfants. Je ne cherche pas à me défendre moi. Sauf que je ne suis pas entendue. Voilà. Et qu'un avocat est capable de me défendre comme moi, je me défends. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui me disent « Mais putain, mais tu pourrais défendre des victimes comme toi. Tu pourrais être avocat. » Même mon avocate m'a dit « Eh ben putain, vous êtes calé sur les textes de loi. » Ah ben oui. Je lui ai dit « Je connais la Convention européenne des droits de l'homme par cœur. Je peux vous dire tout ce que l'humain a droit et ce que l'humain n'a pas le droit. » Voilà pourquoi je connais la loi. Je ne connais pas tous les textes de la justice française. Elle est imparfaite. La seule justice qui défend l'être humain, c'est les droits de l'homme, les droits de l'enfant. C'est la seule justice qu'il faut prendre en compte quand on rend des jugements concernant des familles. Le seul droit concernant la famille se trouve dans la Convention des droits de l'homme. Pas la Convention européenne, la Convention française des droits de l'homme. Retrouvez-la, la convention qui a servi à faire la Convention européenne des droits de l'homme. Et oui, c'est les Français qui ont inventé les droits de l'homme. L'Union européenne s'est approprié ce que nous avons créé. La Convention des droits de l'homme non européenne et française. C'est nous qui avons transmis les droits de l'homme à l'Europe. Et oui, regardez la laïcité, elle n'est pas dans la Convention des droits de l'homme? Elle n'est pas dans la Convention européenne des droits de l'homme? Il n'y a pas d'Européens. La Convention des droits de l'homme est française. Elle a toujours été française. C'est la justice de la famille en réalité. Sauf que comme dans la société, plus les humains n'obéissent pas, plus vous êtes obligés de faire des lois, et bien au bout d'un moment, voilà en quoi on en arrive. Vous croyez que faire toujours plus de lois pour forcer l'humain à obéir, c'est la solution? Vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes incapable après de pouvoir gérer le système. C'est en apprenant l'humain à se responsabiliser et à s'assumer qu'on évite d'avoir trop d'affaires de justice.